Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, l'explosion des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Depuis plusieurs années, l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à des affrontements. D'un côté, des rebelles du M23, de l'autre, l'armée congolaise. Des tensions qui ont atteint un niveau inédit il y a quelques jours. Le M23 est entré dans la plus grande ville du Nord Kivu, l'armée n'a pas pu tenir Goma et désormais, les rebelles en contrôlent la majeure partie. En sortant de chez eux après les combats, les habitants ont découvert des cadavres, beaucoup ont pris la fuite. Derrière cette situation se joue un conflit de plus de 30 ans avec le voisin rwandais et à sa tête, le président Paul Kagame. Pour nous donner les clés de compréhension de ces récents événements, j'ai fait appel à Charlotte Lalanne, journaliste au service Monde de l'Express, spécialiste de l'Afrique. Bonjour Charlotte. Bonjour. Charlotte, pour commencer, je pense qu'il faut expliquer ce qu'est le M23. Oui, le M23 pour mouvement du 23 mars, ça fait référence à un accord de paix signé le 23 mars 2009 et 3 ans plus tard, en 2012, le M23 qui considérait donc que les termes de cet accord n'étaient pas respectés par le gouvernement congolais, forme ce mouvement. Il est né donc dans l'est de la RDC, frontalière du Rwanda. Ses combattants sont essentiellement issus de la communauté Tutsi. Et pour comprendre cette histoire, il faut donc remonter au génocide de 1994 au Rwanda. On le rappelle, entre avril et juillet 1994, donc en l'espace de quelques mois, entre 800 000 et 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants, principalement Tutsis, ont été massacrés. Un génocide instigé par un régime d'extrémistes Hutus au pouvoir au Rwanda. Et quand les hommes de la rébellion Tutsi prennent le dessus finalement en 1994, les génocidaires Hutus se réfugient dans l'est de la RDC. Et ils constituent, quelques années plus tard, les FDLR, donc pour Force démocratique de libération du Rwanda. Évidemment, ce groupe est perçu par le Rwanda comme une menace permanente et existentielle à sa frontière, d'où le soutien rwandais depuis maintenant des années à des groupes rebelles Tutsis comme le M23. C'est donc une guerre d'influence dans la région qui est assez ancienne. Oui, et avec une multitude d'enjeux, politiques bien sûr, mais aussi économiques. La RDC accuse le Rwanda de vouloir faire main basse sur un certain nombre de richesses minières de cette région, l'or, mais aussi le coltan, qui sert notamment à fabriquer les batteries de nos smartphones et des voitures électriques. Charlotte, juste après la prise de Goma, des ambassades ont été attaquées, notamment celle de la France à Kinshasa. Pourquoi ? Ces manifestants accusent en fait la communauté internationale de ne rien faire, tout du moins de se limiter à des condamnations molles du Rwanda. Alors, il y a bien eu une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui a condamné, je cite, le mépris éhonté de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, réclamé aussi le retrait des forces extérieures, mais à aucun moment le Rwanda n'est cité explicitement. Alors qu'on dispose maintenant de nombreuses preuves du soutien rwandais au M23. Bon, le gouvernement rwandais, lui, nie toute implication. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2012, déjà, le M23 avait brièvement pris Goma et qu'à l'époque, la pression internationale sur le Rwanda avait été sans commune mesure beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Le président américain à l'époque, Barack Obama, avait appelé Paul Kagame et la poussée du M23, d'ailleurs, s'était très vite arrêtée. Et donc, qu'est-ce qui a changé depuis ? Déjà, on a un contexte international qui a beaucoup changé. Le monde a changé depuis 2012. On est dans une situation où, finalement, la violation de l'intégrité territoriale n'est plus un tabou. On l'a vu évidemment en Ukraine, on le voit dans le conflit israélo-palestinien et même dans les récents propos de Donald Trump. Mais surtout, ce qui a changé en quasiment 15 ans, c'est l'activisme diplomatique assez extraordinaire du président rwandais Paul Kagame. Tu peux nous rappeler qui il est ? Alors, c'est le commandant justement du Front patriotique rwandais à l'époque du génocide, donc cette rébellion Tutsi qui a marché sur Kigali face au régime génocidaire et qui a fini par prendre le pouvoir. À ce moment-là, Kagame devient vice-président et ministre de la Défense et il est devenu en 2000 président de la République du Rwanda, depuis indéboulonnable, réélu à chaque élection, l'an dernier encore pour un 4e mandat avec 99,2% des voix. Ce qui est sûr, c'est qu'il tient le pays d'une main de fer. C'est clair, il n'y a pas d'opposition au Rwanda.
Et sur le plan diplomatique, il a une stratégie extrêmement habile. Et donc, quelle politique diplomatique mène Paul Kagame ? Alors, son arme principale, c'est la diplomatie militaire. Le Rwanda, malgré sa petite taille, fait partie des premiers pourvoyeurs de soldats aux missions de maintien de la paix de l'ONU. En Afrique, il a déployé des hommes au Mozambique, où sévit une rébellion islamiste. Kagame a aussi envoyé des hommes en Centrafrique. Il a aussi, rappelle-toi, proposé une solution, je mets des guillemets, à la Grande-Bretagne, quand Londres a voulu se débarrasser, il y a quelques années, des demandeurs d'asile pour faire traiter justement ces demandes au Rwanda. Bref, il s'est rendu comme ça un petit peu indispensable, ce qui fait qu'au niveau des Nations Unies, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de le critiquer ouvertement. Sans oublier, bien sûr, la culpabilité de l'ONU et plus généralement de la communauté internationale qui n'a, il est vrai, rien fait lors du génocide de 1994. Charlotte, à quoi il faut s'attendre désormais après la prise de la ville de Goma ? Alors, c'est difficile à dire à ce stade, la situation est très mouvante. Le M23 commence à afficher des revendications nationales, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Sa branche politique parle maintenant de marcher sur Kinshasa, de faire tomber le président Félix Tshisekedi. Le Rwanda, de son côté, veut lui avoir sa zone d'influence, en quelque sorte, presque un protectorat dans la région des Kivu. Toute la question, c'est de savoir maintenant si la crise actuelle va s'étendre au niveau régional. D'une certaine façon, c'est déjà un peu le cas, puisque plusieurs armées des pays frontaliers sont impliquées dans les deux camps. On a 400 000 personnes qui se sont déplacées déjà depuis seulement début janvier, sans parler des centaines de milliers d'autres avant cela. Donc, évidemment, la perspective d'un embrasement régional est très alarmante. Une situation à suivre de très près, donc. Merci Charlotte pour tes explications. À bientôt. Charlotte Lalanne du service Monde de l'Express. Tous ces articles sur les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et sur bien d'autres sujets sont à lire sur l'express.fr. Et pour ne rien rater des épisodes de La Loupe, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcast, Spotify ou Acast. Je vous rappelle qu'on publie un épisode du lundi au vendredi dès 6h du matin. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle série. Bon week-end.